Professeur Aktouf, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous. Alors, ma première question, elle concerne euh, la réunion du club de Davos cette semaine et qui prend fin le vendredi. Et cette organisation ou ce club, tout comme d'autres comme le Bilderberg, et d'autres sont réputés comme être les centres ou les articulations du système économique et financier mondial néolibéral ou capitaliste financier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette Cette structure, institution. cette Hmm. institution et comment justement elle arrive à, à, à imposer ses vues et ses stratégies dans l'économie mondiale. Bon, le nom exact qu'on lui donne, c'est le forum, hein, le forum de Davos. Le club, c'est plutôt le club de Rome ou le club d'Athènes, enfin, il y en a d'autres. Mais c'est le forum de Davos. D'accord. Alors, il faut savoir que ce forum de Davos est quelque chose qui a été créé après une initiative de Wolfgang Schäuble. Et c'est lui qui a créé ce forum. D'abord sous forme de réunion qu'il organisait chaque année à partir de 1971. Donc, il a créé ça en 1971 parce qu'avant 1971, il avait un passe-temps favori apparemment, c'est de mesurer ce qu'on appellerait aujourd'hui les futurs avantages compétitifs des pays les plus nantis. Donc, il faisait calculer par ses staffs, ses économistes, ses assistants, etc., bon, hein, toute son armée du ministère de l'économie et des finances. Il faisait calculer selon les performances des grandes économies, donc États-Unis, Canada, Angleterre, France, etc. Enfin, essentiellement le G7 et peut-être à peu près le G20 et moins quelques pays. Et donc, il a eu l'idée de partager ses projections avec ces pays-là. Et donc, à partir de 1971, il s'est mis à les inviter à Davos, qui est une station de ski pour milliardaires quelque part en Suisse, et donc à les inviter tous les ans pour leur faire part de ses prévisions. Donc voilà, vous, États-Unis, vous allez ceci, cela, dans telle direction, telle croissance, pas croissance, etc. Et donc, c'est devenu une sorte de rituel qu'ils faisaient tous les années, tous les ans. Et donc, en novembre, et après, c'est devenu le forum, le fameux forum de Davos. Bon, alors maintenant, ce forum de Davos, de quoi il s'occupe? Il s'occupe essentiellement de la continuation et le renforcement, même si ce n'est pas dit officiellement dans leur site et dans leurs intentions qu'ils annoncent, le renforcement de la mainmise des plus riches sur ce monde. Alors il faut savoir que ce forum de Davos est financé pour son fonctionnement par 1000 entreprises membres. Donc 1000 entreprises multinationales du monde, parmi les plus riches évidemment. Je crois que pour être admis comme multinationale, il faut avoir quelque chose comme 4 milliards de dollars, 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc des multinationales qui ont en moyenne 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Elles sont 1000, bon, il y en a peut-être qui ont moins comme chiffre d'affaires parmi ces... Donc voilà ce que ce forum, donc financé, on le voit bien, financé par 1000 membres qui sont des multinationales, 4 milliards de dollars, d'euros de chiffre d'affaires. On voit bien qu'il n'y a pas là le Bénin, ni le Burkina Faso, ni l'Algérie, ni le Cameroun, ni rien du tout.
il y a les États-Unis, essentiellement les pays du Nord et de l'Ouest, donc à l'exclusion peut-être la Russie a depuis Poutine quelques entreprises là-dedans, je ne le sais pas, je n'ai pas vérifié ça, mais en tout cas, donc voilà, alors les 1000 entreprises, alors voilà ce que c'est ce forum de Davos, et de quoi il s'occupe, comme vous l'avez dit, c'est dans la continuation de l'esprit de la trilatérale qui a été créée par David Rockefeller Ier, si je me souviens bien. Et donc, David Rockefeller avait créé ça, cette trilatérale. Pourquoi trilatérale? Parce Mhm. que trois régions économiques dominantes, États-Unis, Japon et Europe. À l'époque, c'était ça, Oui. trilatéral. C'est trois pôles. Et donc, il a créé ça avec le credo suivant. C'est Rockefeller qui a créé ce credo. L'économie est une chose trop importante pour être confiée aux États. Donc, il faut que quelqu'un d'autre s'en occupe. Et là, il a créé donc la trilatérale et le club Wilderberg, du nom du lieu où ça se passe aussi, je pense aussi en Suisse. Et donc, c'est là que se réunissent en cachette chaque année, enfin là, la première fois, mais après, ils se réunissent un peu partout dans le monde, développés, donc le monde nanti, chaque année, en cachette, complètement. C'est à peine si c'est annoncé, mais aucun journaliste n'est admis, aucun observateur, absolument rien. C'est des invités triés sur le volet, Mhm. c'est-à-dire essentiellement les équivalents de Rockefeller et compagnie, donc les grandes multinationales et les chefs d'État, notamment des États du Nord et de l'Ouest, donc du capitalisme néolibéral financier, donc ce qui est le créateur de la mondialisation. Et donc ce groupe Wilderberg invite aussi les ministres des Affaires étrangères, donc les ministres des Commerces, les ministres des Finances, etc., etc. Et chaque année, en très grand secret, on ne sait même pas ce qu'est le rapport, on ne sait même pas ce qu'ils disent, de quoi ils parlent, qu'est-ce qu'ils décident, qu'est-ce qu'on n'en a aucune idée. Mais c'est là que se décide chaque année ce qui se passe, ce qui va se passer dans le monde en secret. Et Davos, c'est supposé être plus ouvert, plus public. Mais c'est faux. C'est faux parce qu'on nous fait savoir des communiqués qui sont publiés, officiels, et on met dans ce qu'on veut. En général, pour cette année, par exemple, ils vont certainement nous parler de l'échec de la mondialisation. Bon, on va bien la fragmentation du monde, l'échec de la mondialisation est en train de se consumer complètement. Ils vont sûrement nous parler du climat, de l'environnement, de l'écologie, etc. Bon, et ils vont sûrement aussi parler de la question de la guerre, et particulièrement des guerres, et particulièrement la guerre de l'Ukraine, qui est en train de mettre la pagaille dans l'économie mondiale. Une banque suisse, une seule, pour donner un exemple, a perdu à cause de l'Ukraine quelque chose comme 130 milliards d'euros en 2 ans. Et une autre banque de la City, enfin plusieurs, alors ça c'est les banques qui le disent, Mhm. mais toutes ces pertes sont dues aux créances non payées de financement d'armement de l'Ukraine. Parce que, comme vous le savez, la France, l'Angleterre, etc., tous ceux qui financent l'Ukraine, la guerre, bon, l'Ukraine, pour cette guerre, pour cette opération spéciale, plus spécifiquement, eh bien, doivent emprunter aux banques. Et les banques n'ont absolument pas intérêt à ce que cette guerre s'arrête, comme toutes les autres guerres d'ailleurs. Mhm. Chaque guerre fait qu'on emprunte aux banques, et donc en empruntant aux banques, les banques, quand elles voient les emprunteurs se multiplier, elles augmentent les taux d'intérêt, bien entendu, elles augmentent les conditionnalités, les échéances, etc., etc. Ce qui fait que dans tout ce jeu-là, il y a des banques qui finissent par perdre.
Mhm. Donc, beaucoup gagnent, ils ont beaucoup gagné avec cette Et aide. peut-être aussi, cette perte aussi, c'est un peu accéléré et aggravé par l'effet boomerang des sanctions qui ont été appliquées sur la Russie, décrétées sur la Russie, unilatéralement sur la Russie, Oui, notamment oui, sur oui, le plan de bien sûr, l'énergie, bien mais sûr. aussi après par la suite par d'autres pays comme la Chine et tout. Et je vais vous poser une autre question et puis vous laisser continuer. Ces ces gens, pourquoi actuellement, comme donc il y a c'est des centaines de milliardaires apparemment qui participent à ce genre de forum, en particulier celui de Davos. De Davos, pourquoi on dit que ce forum de Davos a pris dans ces dernières années ou dernières décennies, a pris le pouvoir en Europe et en Amérique du Nord? Par quels moyens? Si c'est Euh, vrai, par quels moyens? les moyens sont, ça sont évidents. C'est-à-dire que le forum de Davos réunit, bon, par exemple, cette année, pas loin de 400 invités. 400, c'est pas rien. C'est 380, je pense, à peu près. Et donc, ces 380 ou 400 invités, c'est alors, je vais vous dire exactement la composition. C'est 56 ministres des Finances, c'est 30 ministres du Commerce, c'est 19 gouverneurs de banques, c'est 60 patrons de méga entreprises, 60, un gros contingent aussi de multinationales suisses, 15, 15 grosses, des plus grosses multinationales suisses. Mhm. Bon. Et donc, Et, 30 et, ministres, et 30 ministres du climat et de l'énergie. Et en plus de ça, des observateurs, des intellectuels, des économistes évidemment, des spécialistes de prospective, etc., du monde, qui sont triés sur le volet et qui évidemment sont là. Alors quand vous voyez qu'il y a 30 gouverneurs de banque, qu'il n'y a que des ministres des Finances, que des ministres du Commerce, que des multinationales, 15 grandes multinationales suisses, etc., ben, vous voyez bien que c'est la quintessence et la poignée de ce qui détient le pouvoir de ce monde, c'est-à-dire l'argent. et il y a Et aussi 116 milliardaires qui participent à cette réunion. absolument, oui, 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 oui. Pour l'anecdote, il y a Oui. Bloomberg qui a dit que s'il n'y avait pas eu des faillites qui ont été provoquées par la guerre et par la spéculation, il y aurait eu certainement, enfin ces derniers temps, il y aurait certainement plus de milliardaires, comme si c'était un signe de réussite et de bonne santé de l'économie mondiale. Mais bien sûr, mais l'économie ou la réussite de l'économie est mesurée par donc Klaus, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai confondu avec Wolfgang, Klaus Schwab et ses acolytes néolibéraux, bon, du même acabit, c'est mesuré évidemment en termes de croissance. Donc, de croissance du PIB, du PNB, PIB, PNB par capita, etc. Les capitalisations des banques, tout ça, c'est tout ça qui est pris en compte pour mesurer les richesses. Et, enfin, l'enrichissement ou le progrès, comme on dit, des pays, et surtout pas les indicateurs sociaux. Les indicateurs sociaux, comme le nombre de pauvres, le nombre de, je sais pas moi, de SDF, de gens qui tombent dans la rue, de gens qui perdent leur emploi, qui perdent leur, etc., etc., etc. Par exemple, ici, Canada et États-Unis, une des premières fois où j'ai participé à un congrès d'économie et où tous les économistes, cette année-là, je ne me rappelle plus laquelle, dans ce fameux congrès, s'accordaient à chanter les uns après les autres que l'économie mondiale se portait très bien, que le PIB per capita de ceci, cela était de telle base, ça a augmenté de tant pour cent, de tant. Et j'étais le seul à dire, écoutez, mais vous oubliez que le nombre de pauvres et de sans-abri aux États-Unis a été multiplié par 3.
En France, il a été multiplié par 4. En Angleterre, avec Thatcher et compagnie, il a été multiplié par 10. Alors, de quoi vous parlez là? Eh bien, j'ai eu un tollé de réponses. Monsieur Actouf, nous, on parle d'économie et vous, vous parlez de société. Alors là, ça, il faut que les gens le comprennent. C'est que dans la mentalité néolibérale, particulièrement impulsée et dominée par la pensée, évidemment, nord-américaine, lesquelles possèdent le plus grand nombre de Nobel dits d'économie, eh bien, l'économie marche bien quand ces chiffres augmentent. Et donc, ils font une différence entre ce qu'est l'économie et ce qu'est le social. Alors, si le social va mal, pour eux, ce n'est pas la faute à l'économie. Ce n'est pas parce que cette part de PNB ou cette augmentation de PNB est accaparée par 50 personnes, ou par 200, ou par 300. Non, c'est parce que les millions d'autres personnes ne savent pas se débrouiller pour devenir millionnaires ou milliardaires. Et donc, ceux qui le deviennent n'ont aucune responsabilité là-dedans. Et ça vient du calvinisme, etc., de transformation du protestantisme calviniste qui prétend que chaque individu, comme l'a dit Thatcher ou Grable, je pense qu'il s'appelait comme ça, donc le président d'Australie, avant qu'elle ne bascule de la social-démocratie au néolibéralisme, chaque génération doit se suffire, chaque famille doit se suffire, chaque individu doit se suffire. Et donc, le PNB ou le PIB que fait le pays, ben, si c'est 50, 60, 70, 200 super riches qui l'accaparent, ben, c'est ça l'économie. Et ce qui arrive au niveau social, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Donc, alors voilà encore une forme de pensée, de réflexion sur l'économie qui marque le groupe de Bilderberg, pardon, et le forum de Davos. C'est tous des gens qui pensent comme ça. C'est-à-dire, les pauvres, s'ils sont pauvres, c'est leur responsabilité. C'est leur faute. C'est pas... Et si le PNB, le PIB augmente, eh ben, il augmente pour ceux qui savent l'augmenter. Et ceux qui savent l'augmenter, ben, c'est pour eux. C'est tout. Voilà, enfin, ceux qui savent. C'est-à-dire qu'ils peuvent, c'est-à-dire à qui on permet de le faire. Alors donc, voilà pourquoi Davos est tellement puissant. Il regroupe tout ce qui détient le nerf du pouvoir total sur cette planète, c'est-à-dire l'argent. Et donc, à partir de là, n'importe quel pays, comme l'a dit Eisenhower avant de démissionner, et ça c'est quelque chose qui n'arrête pas de m'interloquer, de m'interpeller, un président comme Eisenhower qui dit, avant de quitter le pouvoir aux États-Unis, attention à l'adresse du futur président des États-Unis, attention, méfiez-vous du complexe militaro-industriel parce qu'il va tout dominer, il va nous mener à la catastrophe et à la fin de la démocratie, et c'est un danger pour la démocratie, etc., etc. Bon, Eisenhower, on voyait bien dans son discours, que j'ai écouté, on voyait bien qu'il ne pouvait pas en dire plus. On voyait bien qu'il pouvait en dire plus, qu'il pouvait citer des noms, qu'il pouvait citer des entreprises, des banques, je ne sais pas quoi, etc. Mais non, alors moi, ça n'arrête pas de m'interpeller, de savoir que tout le monde le sait, enfin mes collègues à HEC Montréal, les économistes, les machins, les politiciens le savent. Mais ils font comme si Eisenhower n'avait jamais dit ça. Alors voilà d'où vient ce pouvoir. C'est ce fameux complexe militaro-industriel. Et dans le industriel, évidemment, Eisenhower inclut les banques, Wall Street, etc., les Rothschild, tout ce qui s'ensuit. Alors, donc, voilà pourquoi ce groupe a tellement de pouvoir. D'accord. Et puis, à travers les personnes qu'il réunit, qui sont des personnes des pays les plus puissants du monde, du Nord et de l'Ouest. Je crois que cette fois-ci, à Davos, il y a 2 ou 3 représentants de l'Afrique, j'ai oublié lesquels, et puis la Chine n'y est pas. Il n'est pas venu.
Normalement, c'était le président de l'Afrique du Sud, mais il n'est pas venu. Et il y Ah a aussi bon, ok. le président chinois aussi n'est pas venu, Non, non. le Il président a russe, n'en parlons pas. non Il y a plus, non plus. non Non, non, plus, La Chine a envoyé le vice-premier ministre. voilà, qui va quitter Le ses vice-premier ministre fonctions chinois, là. dans 10 jours à peu près. Autant dire Voilà. qu'elle ne voulait pas être représentée. Et il y a aussi George Soros, le Bah oui. le mania de la finance qui n'est pas venu cette fois-ci. Donc, il y a certains qui parlent un peu de l'échec de ce sommet et d'autres qui temporisent pour voir de quoi il en sortira. Mais vous avez développé quand même une idée que j'aimerais bien que vous approfondissiez, Monsieur Atou, parce que cette idée-là, elle travaille énormément la culture générale et sociale actuellement, pratiquement dans tous les pays du monde. Donc, dans ces forums-là, en particulier concernant les milliardaires, on fait comprendre, en particulier par l'idéologie et la culture et les médias, que s'ils ont réussi, c'est parce que c'est des super intelligents et qui sont capables de penser, de créer de la richesse, comme un peu Elon Musk, qui vient de couler son entreprise et Twitter après l'avoir acheté, et que les autres, s'ils n'ont pas réussi ou qu'ils sombrent, comme vous disiez, des centaines de millions, voire de milliards, qui sont dans la pauvreté et dans la déshérence, eh ben c'est à cause d'eux. Oui, c'est leur Est-ce que, est-ce responsabilité. que, est-ce que, en quoi ça tient ou ne tient pas à la vérité, à la vérité? Et ces gens, s'ils deviennent milliardaires, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée qui dit que c'est parce qu'ils ont pillé la majorité de l'humanité? Bon, c'est une question vaste quand même, mais je vais essayer de répondre le plus brièvement possible. Bon, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est d'où vient cette idéologie-là. Cette idéologie-là vient d'un mélange du protestantisme calviniste. Alors, il ne faut pas confondre le protestantisme calviniste de Jean Calvin et celui de Martin Luther, qui est le luthérianisme, qui est le protestantisme de l'Allemagne et de la Scandinavie et du sud de la France. Et ce protestantisme-là, le luthérianisme, est plus humaniste, un peu comme la doctrine sociale de l'Église de Saint Thomas d'Aquin, dont Martin Luther s'est beaucoup inspiré, et qui vient, dont les 90 tomes de la Somme théologique de Saint Thomas d'Aquin, qui a établi cette doctrine sociale de l'Église, etc., dont s'est inspiré Martin Luther, vient essentiellement des travaux et des commentaires de Averroès, Ibn Rushd, qui était musulman. Donc les choses sont assez cocasses dans l'histoire. Donc, alors, Calvin s'est décrété, alors qu'il était une espèce d'agent de change, quand on voit sa correspondance, c'est essentiellement une correspondance de banquier, de comptable entre la Suisse, Genève, Lyon, etc. Il s'est autoproclamé continuateur de Luther. Et le début de tout ça, c'est qu'il a répondu à une lettre d'un calviniste français, un petit seigneur de la région de Beauce de France, ce qu'on appelle la lettre de 1695, si j'ai bien connu, lettre de 1695 ou 1595, où ce seigneur calviniste lui demande est-ce que Dieu permet de faire de l'intérêt, c'est-à-dire de l'usure, parce que l'usure et l'intérêt, c'est un péché mortel. Est-ce que Dieu permet de faire de l'usure et de l'intérêt si je prête à quelqu'un et qu'il y a risque de manque à gagner et risque qu'il ne me rembourse pas? Eh bien, Calvin a répondu oui, Dieu le permet. Alors, vous pouvez prêter. Alors là, ça a marqué une rupture radicale dans la pensée financière, économique, etc., de l'Occident, notamment de l'Occident protestant, c'est-à-dire calviniste, anglican en Angleterre. Alors, les anglicans en Angleterre, ils ont tout simplement rompu avec Rome et ils ont adopté le Prayer Book, donc le livre de prière de Calvin,
et c'est un mélange de calvinisme et de catholicisme qui est devenu l'anglicanisme. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont mélangé avec tout ça une conception ou une forme d'analyse et de développement, etc., de Saint-Augustin. Saint-Augustin qui a parlé de la grâce. La grâce, c'est-à-dire, ne cherchez pas à obtenir la foi par votre volonté, etc. C'est Dieu qui un jour vous donnera le signe. Il vous dira, voilà la grâce et voilà, tu as la foi. Donc, ne la cherche pas, attends, elle va venir à toi. Ça, on appelait ça la grâce. Et de l'autre côté, en France, les jansénistes, qui étaient des catholiques et des chrétiens extrêmement rigoureux, extrêmement rigoristes, dont Blaise Pascal, eux, avaient établi l'idée de prédestination, qui s'inspire un peu aussi de Saint-Augustin. Donc la prédestination, ça veut dire que le salut de l'âme, de votre âme, ne dépend absolument pas du nombre de fois que vous allez à l'église ou du nombre de fois que vous faites l'aumône, du nombre de fois que vous faites des flagellations ou je ne sais pas quoi, etc. Le salut de votre âme, donc votre âme ira au paradis, par prédestination, c'est-à-dire que Dieu l'a choisi avant votre naissance. Donc, avant votre naissance, Dieu a choisi si votre âme va aller au paradis ou pas, ce qui s'appelle la prédestination, et qui est un peu assimilé à la fameuse grâce de Saint Augustin. Donc, c'est Dieu qui vous donne la foi, c'est pas la peine d'aller la chercher par vous-même, etc. Bon. Et donc, ils ont mélangé tout ça, et ça a donné la mentalité américaine qui domine aujourd'hui, qui répond à votre question. Alors, cette mentalité vient de là, c'est-à-dire Dieu vous donne aussi ce qu'on appelle la vocation, le calling en anglais. En allemand, c'est Arbeit als Beruf, par exemple, le travail comme vocation, mais c'est dans un autre sens. Chez les Allemands, c'est beaucoup dans le sens de valeur d'usage. La valeur d'usage et de l'économie réelle qui rend service à la société, à la communauté. Ça, c'est dans le littéralisme, c'est autre chose, mais c'est quand même bon, apparenté. Alors, chez les calvinistes et les anglicans qui ont donné l'idéologie dans laquelle se mêle la religion, donc à partir des États-Unis et qui s'est répandue avec le néolibéralisme et la littérature économique et la littérature managériale qui a suivi, ce que vous dites, vous êtes des génies, vous êtes de ceci, de cela, donc prédestinés et vocation. Alors Dieu vous donne une vocation sur terre, par exemple, il vous donne la vocation d'être un cordonnier. Mais il va vous donner des signes concrets durant votre vie de cordonnier qui vont vous faire comprendre si vous êtes élu et si vous avez eu la grâce ou non. Et ce sont des signes donc de réussite dans votre vocation. Alors, qu'est-ce que c'est les signes de réussite concrets dans ma vocation de cordonnier? C'est l'argent que je gagne enfin, en étant cordonnier. Donc, plus je gagne d'argent en étant cordonnier, plus j'ai des signes de Dieu comme quoi je suis élu, prédestiné et que j'ai la grâce. Et on y ajoute, il ne faut pas intervenir dans la volonté de Dieu. Donc, un Américain, un Anglais, un Français qui a adopté maintenant la mentalité néolibérale ou même un Algérien qui a adopté la mentalité néolibérale ne sait pas qu'il a adopté ça aussi. Il a adopté le fait que si je réussis, c'est parce que c'est Dieu qui me donne des signes de cette réussite, et ces signes de réussite et ces signes et leurs effets, qui est l'argent, je dois les garder pour moi, parce que c'est péché, je n'ai pas le droit d'intervenir dans la volonté de Dieu et d'aller partager cette richesse avec quelqu'un d'autre. D'accord. La mentalité néolibérale, donc, qui fait que, alors, pour justifier de façon plus rationnelle. J'aimerais bien maintenant vous poser une question tout en vous laissant quand même terminer votre propos de tout à l'heure. Le fait que il y a beaucoup de personnalités importantes qui devaient normalement participer à cette rencontre de Davos ne sont pas venus. Est-ce que pour vous c'est un signe d'échec?
mais nous, on ne veut pas sans nous arrêter uniquement aux aspects superficiels. Mais est-ce que, pour vous, cet échec est un signe d'un bouleversement des rapports de force dans le monde, qu'il soit politique, économique et militaire? Très bien. Donc, je reprends le fil et je réponds à cette question. Alors, le fil dont je parlais, c'était cette espèce de conviction qu'on a pris, qui était fort bienvenue quand les premiers Anglais ont conquis, enfin, sont rentrés aux États-Unis pour créer un nouveau monde, soi-disant plus juste, etc., etc. Ce sont les gangsters et les escrocs qui ont gagné et qui sont devenus des Rockefeller et des Vanderbilt et des machins, les énormes fortunes qu'on connaît. Alors après, pour échapper, donc milieu du XXe siècle, à peu près début, milieu du XXe siècle, pour échapper à cette idée un peu irrationnelle, un peu pas très scientifique, etc., de oui, c'est la religion, c'est de Dieu, c'est le bérouf, c'est la vocation, c'est je sais pas quoi, etc. C'est les signes de prédestination qui font de toi un riche. Alors, pour rendre ça plus scientifique, plus acceptable, enseignable dans les écoles de business economics, dans les écoles de business school, etc., etc., on a inventé les théories du leadership. Et ces théories du leadership, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Rockefeller, s'il est Rockefeller, c'est parce que c'est un Einstein. C'est super. Alors, il y a une confusion totale, États-Unis, Canada notamment, et maintenant ça commence à aller à travers le monde, entre être intelligent et être riche. À tel point qu'il y a même une chanson, un blues célèbre, dont les paroles disent If you're so smart, how come you ain't rich? Si tu te dis si intelligent, comment se fait-il que tu n'es pas riche? Alors voilà, donc on a voulu ajouter une justification scientifique, entre guillemets, de théorie du leadership, etc., etc., comme quoi il y a des êtres humains plus extraordinaires que les autres, qui ont de la vision, qui ont de l'intuition, qui ont le sens du risque, qui ont ceci, qui ont cela, qui ont l'intelligence des chiffres, qui ont l'intelligence du futur, qui ont l'intelligence, enfin, au-dessus des mortels, et qui donc deviennent riches parce qu'ils sont des étoiles, des stars, des génies, etc., etc. Alors, Joseph Stiglitz, par exemple, je ne suis pas le seul, moi j'ai écrit ça aussi dans Stratégie de l'autruche et dans Management en tradition et renouvellement, mais Joseph Stiglitz aussi, notamment dans Harry Mintzberg, dans Managers Not MBAs. Je rappelle que Joseph Stiglitz est un prix Nobel d'économie. Exactement. Il a été économiste en chef à la Banque mondiale Oui, et aussi économiste en chef de Bill Clinton. oui, absolument, pendant 8 ans et 5 ans à la Banque mondiale. Donc, Nobel d'économie 2001, ben, il a écrit la grande, notamment The Roaring 90s, qui est traduit en français sous le titre de La La grande grande désillusion. La grande désillusion. désillusion, oui. Il a écrit textuellement ceci. Parce que là, il a quitté Clinton, il a quitté la Banque mondiale, il a tout quitté, donc il pouvait se lâcher. Et donc, il a écrit ceci, entre autres, on a tellement mis dans la tête des riches, des dirigeants, des managers, etc. Quand il dit on, qu'est-ce qu'il veut dire? Comme Mintzberg d'ailleurs, dans son manager, pas des MBA. Il veut dire les professeurs d'économie néolibérale, les écoles de gestion, les écoles de business economics, tout ça, où tout ça se concocte et se théorise, hein. D'autant plus que les professeurs, etc., etc., de business economics et de business school se financent pour leur chaire, quand ils ont une chaire, parce que c'est pas comme en Europe, vous méritez une chaire à partir de vos travaux qui sont transcendants et que vous êtes, enfin jusqu'à présent, mais maintenant ça commence à changer, vous êtes proposé par des pairs internationaux, nationaux, etc., comme étant quelqu'un qui a fait avancer le domaine, qui a ceci, donc vous méritez une chaire. Ici, non. Ici, c'est une entreprise qui vous le paye. Canada, États-Unis, maintenant l'Angleterre, etc., c'est une entreprise qui vous paye. Alors, vous écrivez un livre sur le PDG, comme l'a fait celui qui a écrit sur
Jack Welch, par exemple, le PDG de General Electric, eh bien, le PDG de General Electric vous paye une chaire. Et tout d'un coup, vous êtes titulaire de chaire, blablabla, etc., etc. Et donc, c'est de cela que parle Joseph Stiglitz. Donc, ces gens-là, qui se font financer par les entreprises privées et qui théorisent ce que doivent faire, ce que doivent enseigner les écoles de business economics et de business school, parce qu'elles-mêmes se comportent comme des business, parce qu'elles sont très chères, c'est très cher d'étudier dans ces écoles-là, particulièrement aux États-Unis. Il faut être millionnaire. Donc, il faut attirer les enfants des riches. Et pour attirer les enfants des riches, on enseigne que les riches sont riches parce qu'ils ont des cerveaux qui sont le double du cerveau d'un noir. Ils ont des cerveaux qui sont le triple du cerveau d'un arabe, ou d'un pygmée, ou d'un je sais pas quoi, etc. Il y a même un D'accord, sociobiologiste d'accord. qui s'appelle Oscar Lewis, qui a écrit un livre qui s'appelle Sociobiology, dans les années 80 ou 90, où il écrit textuellement, ce n'est pas la peine de donner des bourses ou des prêts-bourses ou des financements à des gens qui ont la peau foncée, parce que plus, et ça il le démontre génétiquement, c'est un biologiste, hein, parce que génétiquement, les gènes blancs conduisent à être intelligents, et, etc., et inventeurs et super concepteurs de choses inouïes, alors que plus vous avez la peau foncée, donc plus vous allez vers le noir, plus vos gènes sont limités. Ils ne peuvent pas conduire à être entrepreneur, inventeur, etc. Donc, ce n'est pas la peine de donner des bourses aux Noirs, aux Latinos, tout ce qui a... Ça va jusque-là. Mhm. Alors voilà, donc, vous imaginez bien, les familles riches, américaines, anglaises, canadiennes, françaises, etc., etc., elles envoient leurs enfants étudier ça, ben c'est du miel pour eux. Alors voilà, oui, parfaitement, vous avez raison. Joseph Stiglitz le dit, donc il ajoute, on a tellement mis dans la tête de ces gens-là qu'ils servent la société, qu'ils servent le monde, qu'ils sont là au service du bien-être de milliards d'individus dans la planète. On leur a tellement mis dans la tête qu'ils servent, qu'ils se croient permis de se servir. Alors, par exemple, il donne l'exemple, je pense, si je me souviens bien, d'un des PDG de Walt Disney qui se payait 500 millions de dollars de salaire par an. 500 milliards. Et ici au Canada, récemment, il y a deux PDG qui ont mis en faillite Bombardier, qui était le fleuron de l'aéronautique canadienne, qui sont partis en retraite après avoir mis l'entreprise en faillite, mais ils sont partis avec 15 millions de dollars de primes, alors qu'ils ont mis l'entreprise en faillite, et des dizaines de milliers de chômeurs. Alors on peut même pas dire que c'est des gagnants, mais cette idéologie-là, vous avez raison, est parfaitement rodée, parfaitement fabriquée, parfaitement formatée, D'accord, d'accord. et elle est dans le forum de Davos à plein. Mhm. Alors pour Donc, répondre à... Oui, justement, je vous laisse répondre sur la question-là, mais je rebondis quand même parce que c'est très important de comprendre comment ces gens-là pensent, et puisque ça a un caractère même religieux, donc ils ne seront pas prêts à lâcher le pouvoir, c'est impossible dans le monde, ou à accepter d'autres pôles de décision, la Chine, la Russie, l'Iran. ben, surtout pas, surtout pas. Et dans le discours de Eisenhower auquel je faisais référence auparavant, eh bien, il y a déjà en filigrane cette idée que les États-Unis, enfin le complexe militaro-industriel auquel il faisait allusion, fera tout pour détruire ce monde plutôt que perdre le pouvoir qu'ils ont. Donc oui, absolument, ça ce que vous dites est tout à fait exact et vrai et soutenu par le forum de Davos, même de façon inconsciente, même de façon, quoique il y a quand même, j'ai lu ça aujourd'hui, je pense 60 milliardaires qui ont super milliardaires, dont je pense George Soros, c'est pour ça qu'il n'est pas venu, qui ont écrit au forum de Davos pour dire imposez-nous.
taxez-nous, c'est injuste. Et par exemple, comment il s'appelle non, c'est pas Madoff, l'autre, bon, j'ai oublié son nom, un des grands milliardaires là. Oh, euh, euh, son nom ne vous vient pas, non? Ça ressemble à Madoff. Mon Jeff Dieu, enfin bon. Bezos, Jeff Bezos? Non, 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 oh, surtout pas. Jeff Bezos, c'est comme Elon Musk et compagnie, c'est une autre catégorie. Mais il y a une catégorie de milliardaires comme ça qui sont plutôt conscients du fait que d'être milliardaire à ce point, ça nuit à l'économie. D'ailleurs, c'est une théorie, si vous voulez, on en parlera un de ces jours, d'un économiste qui s'appelle John Hobson, une théorie extrêmement bien élaborée qui montre comment plus il y a de milliardaires, plus l'économie va être détruite. Enfin, il n'est pas le seul depuis, mais, bon, mais il a été celui qui a débuté ce raisonnement. Donc, ce milliardaire a, a dit, en écrivant avec 40, c'était 40 milliardaires qui avaient écrit à Clinton, je pense, ou à Bush, en leur disant, s'il vous plaît, parce qu'ils venaient d'annoncer qu'ils allaient encore baisser les impôts des riches alors qu'ils étaient déjà presque nuls. Bezos et machin, là, Elon Musk, qui payent 3% d'impôts. Moi, je paye 60% de mon salaire et de ma retraite. Bon, donc, ce milliardaire a écrit, écoutez, taxez-nous. Moi, super milliardaire, je paye moins d'impôts que ma femme de ménage. Alors voilà, donc oui, il y a des milliardaires qui soutiennent Davos et qui sont, bien entendu, c'est leur intérêt. Mais aujourd'hui, il y en a quand même 60. Il y en avait 40 du taux de Bush et de Clinton. Maintenant, il y en a 60. Parmi ces super milliardaires du 1% qui disent, écoutez, il y en a marre, taxez-nous, D'accord, taxez-nous. d'accord. Voilà. Donc, pour la question justement de ce échec, si l'on peut dire les choses comme ça, de Davos, est-ce que vous pensez que c'est un changement dans les rapports de force dans le monde avec l'apparition de la Chine, de la Russie, et que ce bloc-là occidental qui gravite autour de ce genre de forum et ainsi de suite est en perte de vitesse et de pouvoir? Euh, Formellement, oui. Mais malheureusement, concrètement, pas au même niveau. Mhm. Alors, formellement, c'est clair. C'est clair que la mondialisation, d'ailleurs, ça va être parmi les trois thèmes que ce forum de Davos va essayer d'éplucher. Hein, la fragmentation, la mondialisation qui a échoué, le climat et donc l'histoire des inégalités, etc. Et de la guerre, de la guerre d'Ukraine. Et bon, je pense que ça va tourner beaucoup autour de tout ça. Eh bien, c'est clair, la mondialisation est un échec depuis longtemps. Depuis la dévaluation du franc CFA, etc., etc. Bon, depuis ces temps-là, la déclaration de Nixon en 1971, août 1971, de la non-parité du dollar avec l'or pour l'appuyer sur le pétrole, etc., c'est un autre signe aussi de l'échec de la mondialisation qui était basée sur le dollar comme monnaie de fait de la mondialisation, mais qui avait besoin d'un autre étalon plutôt que l'or pour que les États-Unis ne soient pas obligés de payer en or les dollars qui doivent à l'ensemble de la planète, etc. Donc oui, évidemment, ils vont devoir tabler avec tous ces échecs, mais ils vont les admettre de façon, je dirais, partiale et partielle. Alors, partiale dans le sens où ils vont continuer à dire, comme me l'a dit mon collègue économiste de HEC Montréal, dont je tairai le nom, qui est devenu après super ministre de l'économie ici au Québec et qui travaillait, lui, sur l'Argentine début des années 2000, alors que moi, je travaillais sur le Brésil, il n'arrêtait pas de dire, en congrès, conférences, etc., etc., que l'Argentine, c'était le meilleur élève du FMI, que le peso argentin s'échangeait à parité avec le dollar américain, que c'était une réussite inouïe, qu'ils ont tout privatisé,
toute l'Argentine appartient à l'Espagne, à l'Angleterre, au Canada, aux États-Unis, à la France, à l'Italie. C'est extraordinaire, c'est une extraordinaire réussite. Ils ont laissé rentrer tous les investissements directs étrangers, acheter tout en Argentine. Tout va bien, tout va. Et un mois après, c'était le chaos de 2002. Je le rencontre dans l'ascenseur. Je lui dis, mais Martin, tu travaillais sur l'Argentine et jusqu'à il y a une semaine, tu nous disais que c'était le paradis de l'économie intelligente, néolibérale, super machin. Et là, c'est le chaos. Comment tu expliques ça? C'est ce qu'il me répond. Nos théories sont bonnes, mais ces gens-là ne savent pas les appliquer. Alors voilà ce que c'est Davos. Davos, formellement, ne va pas céder là-dessus. Leurs théories sont bonnes et ils vont tenir à ça mordicus. Donc, s'ils ne lâchent rien sur ces théories foncièrement néolibérales et inégalitaires, etc., comme on le sait, eh bien, c'est donc partial et ça va être aussi partiel parce que tout ce qu'ils vont faire, ce que je veux dire par partiel, c'est que euh, tout ce qu'ils vont faire, c'est admettre du bout des lèvres, qu'il y a quelques coins dans le monde où la théorie et la pratique de la mondialisation néolibérale a des difficultés à entrer. Bon, et des coins dans le monde où les autorités locales, comme l'a dit ce collègue sur l'Argentine, n'ont pas suivi exactement les directives des grands penseurs de Davos, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire, etc., de l'OMC, tout ce qui s'ensuit. Voilà donc comment, comme toujours, voilà comment Davos va se sortir, se défausser habilement de toutes les difficultés que lui-même a créées, que ce néolibéralisme a créées. Ils vont admettre des échecs, ça c'est sûr, mais ils vont les admettre de façon, comme je viens de le dire, partiale, partielle. Mais dans la réalité, Monsieur Aktouf, dans la réalité géopolitique, est-ce que cette, ce pôle-là, le néolibéral et financier par excellence, est-ce que son pouvoir est en train d'être contesté par la Chine, par l'Iran, par la Russie, et, via tout ce qui se passe actuellement? Et pas le rapport d'Oxfam. Le rapport d'Oxfam qui vient de sortir est absolument accablant. Les 1% les plus riches de ce monde ont doublé leur fortune dans les 2 dernières années. Durant la crise de Covid. Pardon, durant les 10 dernières années, et dans les 2 dernières années, ils les ont doublés. Oui. Non, ils ont augmenté de 40%. Dans les 2 dernières années, ils ont augmenté de 40%, et dans les 10 dernières années, ils ont doublé le 1% le plus riche, c'est-à-dire ceux qui possèdent ce que devraient posséder 99% des habitants de la planète. C'est quand même... Alors, là, la Chine, etc., même s'ils ont quelques milliardaires, ou la Russie, ou les pays qui essayent plus ou moins, ou tenter plus de sortir du néolibéralisme malgré la résistance, parce qu'il faut comprendre que les nomenclatures nouvellement riches, les nouveaux riches de ces pays-là, une bonne partie sont pour le néolibéralisme, c'est clair, parce que ça les arrange, une bonne partie. Mais heureusement que ces pays-là sont des pays à constitution communiste ou socialiste, sont des pays où il y a encore un pouvoir centralisé de l'État et de la représentation de l'État dans les régions, dans les clans, etc., dans l'économie, dans à peu près l'enseignement, de tout ce qui concerne la vie pratiquement quotidienne des citoyens, qui font qu'ils limitent les dégâts que pourraient causer ces oligarques qui, par intérêt personnel immédiat, glisseraient vers le néolibéralisme. Bon, j'espère
que les Poutine, les Xi, le président de Malaisie, après Mahathir, je ne sais pas s'il est toujours, mais il est trop vieux maintenant, donc ça doit être quelqu'un d'autre, etc., vont tenir le coup. Et maintenant, Lula au Brésil, vont tenir le coup. Et Maduro, qui vient d'être reconnu après Guaido, donc au Venezuela, etc. Donc, c'est grand pays, très riche, comme Venezuela, c'est la première richesse pétrolière du monde. Donc, que ces pays-là vont avoir suffisamment de résistance pour que ce nombre d'oligarques n'augmente pas à l'intérieur de leur propre population et viennent renforcer le rapport de force que détiennent les autres. Alors, l'échec, pour continuer, c'est qu'ils doivent donner des réponses au pourquoi de cette fragmentation, de cet échec de la mondialisation, qui est évident, au pourquoi du climat qui est en train d'annihiler toutes les croissances et augmentations de richesses qu'ils veulent et qui sont en train de clamer. Parce que, écoutez, imaginez juste un instant combien de dizaines d'années de PNB français faudrait-il pour payer, compenser, réhabiliter les dégâts causés par seulement les catastrophes ou les grandes perturbations climatiques en France depuis les 5 dernières années. Combien d'années de PNB leur faut-il? Macron a dit quoi que ça coûte. Oui, quoi que ça coûte, mais on voit déjà maintenant que même les banques auprès desquelles ils empruntent à des intérêts sûrement prohibitifs et auxquels ils doivent payer sur le dos du citoyen. Vous savez qu'en France, je ne sais pas si nos auditeurs le savent, en France, aujourd'hui, chaque ménage français termine chaque mois, pas chaque ménage, un ménage sur 5. Un ménage français sur 5, chaque mois, est à découvert de 250 euros. Mmh. Un ménage sur 5. Oui, ils épuisent leur salaire au bout de la deuxième semaine, à peu près. À peu près, oui. Semaine. Ou la troisième. Donc, qui va payer tous ces dégâts? Ce sera évidemment les peuples, etc. Alors, comment Davos va-t-il faire pour faire en sorte que ce soit ceux qui peuvent payer ces dégâts les payent? Alors, c'est ce que Oxfam dit. Alors, Oxfam dit il faut, taxer les riches très vite. Si on taxe les millionnaires de 1% de ce monde et les milliardaires de 4%, on va chercher pratiquement 45 000 milliards de dollars qui enlèveraient de la pauvreté 2 milliards d'individus de la planète. Tout de suite, 2% sur les milliardaires, 5% sur les milliardaires. Oxfam ajoute, à terme, donc d'ici 2030, je pense, il faudrait éliminer les milliardaires, les éliminer complètement, plus de milliardaires, à la limite des millionnaires. Alors pourquoi? Ben ça peut s'expliquer par la fameuse théorie de cet économiste John Hobson, c'est le fait que l'enrichissement individuel infini, illimité, devient le cimetière du capitalisme. Et c'est lui qui l'a écrit. Pourquoi? Parce que plus vous avez de milliardaires et de milliardaires, 1%, qui possèdent de plus en plus toute la richesse de la planète, eh bien, ça devient quelques centaines de personnes dans la planète qui ont de quoi acheter ce que cette planète produit. Or, ils ont tout. Ils ont 50 maisons, ils ont 200 voitures, ils ont 50 avions. Que voulez-vous qu'ils achètent? Tous ces riches qui détiennent 99 ou 90% de la richesse mondiale n'ont plus rien à acheter à l'économie mondiale. Ce qui fait que le reste devient insolvable. Et on discute aujourd'hui au Canada, au Québec, de faire monter le salaire minimum
à 18 dollars de l'heure. Imaginez avec 18 dollars de l'heure, avec l'inflation actuelle, comment pouvez-vous vivre avec un travail et comment pouvez-vous éviter un découvert bancaire à la deuxième ou la troisième semaine du mois, quand on sait que 18 dollars par jour, ça vous permet de prendre le métro, de payer peut-être l'eau chaude de la journée et sûrement pas le chauffage, l'éclairage, pas de voiture, pas etc., etc. 18 dollars l'heure, qu'est-ce que ça donne? C'est ridicule. Mais il y a des économistes très sérieusement qui disent, qui clament, j'en ai vu encore hier dans des tables rondes d'experts qui discutent, est-ce qu'on va donner 18 dollars de l'heure aux travailleurs et aux employés canadiens, blabla, qui disent, ah mais non, le Canada va être ruiné, le PNB va dégringoler, le ceci, cela, enfin toutes les... Mais ils ne disent jamais qu'au Canada, par exemple, les 100 plus riches dirigeants canadiens gagnent la première demi-journée de l'année. Donc la première journée du 1er janvier 2023, ils ont déjà gagné ce que gagne une famille moyenne dans l'année. Alors ça, ils n'en parlent pas. Pourquoi ne pas faire en sorte que ces 100 plus riches gagnent ça en 6 mois et le reste, eh bien, on passe le salaire minimum à 30 dollars, sans problème. Mais évidemment, comme Davos, vous voyez, Davos, c'est une mixture, une association incestueuse de riches, de théoriciens de la richesse et des riches, et de pays riches. Bon, tout ça se fait entre eux. Alors, est-ce que vous Donc imaginez? est-ce que c'est par là que vous pouvez expliquer ou vous expliquerez peut-être cette opposition vraiment agressive, qu'elle soit politique, économique, financière et même militaire à l'égard de la Chine, de la Russie. Enfin, la Russie au moins le pays que je connais bien et qui veulent garder un certain système de valeurs qui ne se dissout pas, qui refuse de se dissoudre dans cette idéologie du Oui, néolibéralisme oui, et garder quand même tous les secteurs stratégiques contrôlés avec la main de l'État. mais bien sûr, mais ça s'appelle la souveraineté de l'État et ça s'appelle aussi la culture. La Russie, la Chine, etc., ont des cultures infiniment plus collectivistes, plus communautaristes, enfin dans le sens de communauté, d'entraide, de soutien, de filets sociaux, etc., que les États-Unis ou la France ou l'Angleterre, mais la France de maintenant, hélas, la France d'avant, c'était mieux. Et donc, évidemment, c'est un danger mortel pour le complexe militaro-industriel aujourd'hui mondialisé dans les pays du Nord et de l'Ouest. La Chine, l'exemple de la Chine, de la Russie ne doit pas être suivi, surtout pas. Alors ils sont en train de tout faire pour nuire ou contrôler ou circonscrire cette réussite russe et chinoise ou la baisser. Bon, donc on voit avec les problèmes de logistique, de transport, de conteneurs qu'on ne trouve plus, etc., etc. Tout ça fait que, bon, ça, c'est toute une stratégie. Et cette guerre de l'Ukraine, qu'on le sait bien, l'OTAN préparait depuis 2014, puisque les fortifications que l'Ukraine utilise aujourd'hui étaient construites en 2014, eh bien, on sait bien que tout ça est fait, pour les États, du côté des États-Unis, surtout, et là, l'Europe est complètement dans les patates, et de toute façon, ils n'ont pas le choix. L'Europe sans les États-Unis, ils sont zéro, rien. Bon, donc, et sans l'OTAN. Et l'OTAN, sans les États-Unis, bon, c'est la même chose. Donc, ils veulent faire d'une pierre X coups. Je parle des États-Unis. C'est-à-dire
Un, faire avancer l'OTAN pratiquement jusqu'à l'Oural. Bon. Deux, C'est sans compter. Ouais. euh, oui, oui, s'ils pouvaient, oui. Et je vous jure qu'ils essaieraient. Hein. Ils ne manqueraient pas d'essayer. Mais bon, évidemment, ils savent bien qu'ils ont en face une force qu'ils ne peuvent pas trop chatouiller. Et donc, ces pays-là ont intérêt à ce que ces exemples de Russie et de Chine ne soient suivis par personne. Et encore plus, donc le complexe militaire industriel, affaiblir l'Europe, comme ils l'ont fait pour la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Bon, Mhm. c'est connu, c'est pour affaiblir l'Europe qui était la principale menace pour la puissance américaine naissante à l'époque. Et donc aujourd'hui, l'Europe aussi, unie, et devient enfin unie avec tous les problèmes qu'ils ont, était une menace. Donc affaiblir l'Europe, affaiblir l'Allemagne, surtout, affaiblir du même coup aussi la Russie, croyait-il. Bon, malheureusement, ils ont échoué à au moins 90%. On voit bien que la Russie réussit très bien à contourner toutes ces mesures pour l'affaiblir, notamment pour le gaz, pour les débouchés du gaz, pour etc., etc. Et le rouble et tout ce qui s'ensuit. Et donc, pour la Chine également, en prenant pour prétexte Taïwan. Alors, pour Oui. l'Europe, l'Allemagne et la Russie, le prétexte, c'est l'Ukraine. Et là, pour la Chine, ben, c'est Taïwan qui sont en train de préparer comme prétexte. Alors, Davos, comment il va s'en sortir là-dedans? Il est bien obligé, devant cette question de fragmentation évidente et donc d'échec de cette mondialisation néolibérale, ils vont être bien obligés d'affronter les éléments et les moyens qui sont utilisés, qui ont été utilisés, qui devront être utilisés pour maintenir la mainmise et la puissance des pays du Nord et de l'Ouest. C'est clair. Mhm. Les pays du Sud et de l'Est doivent être affaiblis. Comme l'avait dit Jules César à propos de Carthage, Carthago de Leda Est. Carthage doit être détruite. Bon, alors que Carthage n'avait rien fait. Mais bon, donc c'est ça, tout ça doit être maintenu, les nord et l'ouest doivent être maintenus en état de D'accord. puissance. Donc, elle va être obligée d'aborder cette question de la guerre, et je suis bien curieux, j'attends avec impatience qu'est-ce qui va sortir dans les communiqués officiels. Évidemment, bon, je ne parle pas de tout ce qui se passe en coulisses et en secret, et dans les petits salons fermés, mais ils seront bien obligés d'aborder ce problème-là et sans doute d'admettre que, on le sait aujourd'hui, toutes ces armes qui sont massivement, bon, on sait bien, ceux qui affrontent la Russie aujourd'hui, c'est surtout pas l'Ukraine, c'est l'Occident tout entier. Mhm. C'est les États-Unis, c'est l'Angleterre, c'est l'Italie, c'est l'Espagne. Quand les Français envoient le char Leclerc, le canon César, les autres envoient le char Léopard, les autres le char Adams, etc., etc., on sait très bien qu'il n'y a pas un militaire ukrainien qui sait faire fonctionner ça. Et pour la maintenance de tout ça, il faut des spécialistes extrêmement bien formés. Ils ne sont pas en Ukraine, ce pas des Ukrainiens, ce pas des militaires ukrainiens. Donc, ce sont en même temps du matériel et des militaires occidentaux de tout l'Occident qui sont là en train de faire la guerre à la Russie. Et on sait aussi que beaucoup de ce matériel est en train de se vendre clandestinement et au marché noir par l'immense quantité de trafiquants que contient l'Ukraine. On sait que avant la guerre, l'Ukraine, c'était un pays de trafiquants, à commencer par Volodymyr, qui trafiquait avec le fils de Biden. On le sait très bien. Les maires de Kiev, qui sont deux anciens voyous boxeurs, bon, on sait très bien qu'est-ce qu'ils font, ou qu'est-ce qu'ils faisaient. Il y a des gens qui faisaient du trafic avec eux, qui apportent des témoignages. Donc, ils sont bien obligés de parler de tout ça. Alors, comment vont-ils freiner cette hémorragie
de ces armes qui vont faire un objet de trafic énorme, qui est sans doute déjà énorme, et comment vont-ils répondre au fait que c'est l'Occident, avec les militaires occidentaux, qui font la D'accord, guerre à la Russie. d'accord. Ben, je vous remercie, Monsieur Aktouf, pour toutes ces informations et ce entretien passionnant et j'espère vous retrouver dans un prochain entretien sur un autre sujet et au revoir. Avec un grand plaisir. Merci beaucoup.